Alors Steve Kramer est directeur de recherche chez INRIA. Il est responsable de l'équipe PESTO au sein du laboratoire Lauria qu'on a à Nancy, qu'on a déjà nommé à plusieurs fois durant ce colloque. Steve a effectué ses études informatiques ainsi que son doctorat à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB, en Belgique. Et après un séjour postdoctoral à l'Université de Birmingham, au Royaume-Uni, il a rejoint INRIA, d'abord à l'ENS Cachan, et puis maintenant au Lauria. Et Steve est lauréat, a été lauréat en 2014 d'une bourse ERC pour poursuivre ses travaux sur la vérification automatique de protocoles cryptographiques. Voilà, Steve, à toi de nous parler maintenant du vote. Ok, merci. Vous m'entendez? Ok. Donc effectivement, je vais vous parler de vote par Internet. Mais avant de vous parler de ce vote-là, on va faire un petit détour par les États-Unis au XIXe siècle, par cette peinture, où on voit comment se passaient les élections à ce temps-là. Donc tout d'abord, l'élection, ça se passe sur un podium ici. Donc il y a le monsieur en bleu qui va voter et qui va dire haut et fort son vote devant tout le monde. Parce que comme ça, en fait, tout le monde peut noter tous les votes et vérifier qu'il n'y a pas eu de triche. Donc tout le monde voit comment toutes les autres personnes ont voté. Donc c'est un système qui est très transparent. Donc tout le monde entend les votes de tout le monde. Mais il y a peut-être quand même des petits problèmes. Déjà, à cette époque, il n'y avait pas de carte d'identité. Donc pour dire qui était éligible, alors les gens venaient ici sur le podium, ils levaient la main droite, la main gauche sur la Bible et ils juraient ne pas avoir déjà voté et d'être effectivement éligible. Ok, ça c'est une des choses, donc il y a l'éligibilité. Et puis, quand on regarde le tableau là, ici dans le coin, ici à gauche, on voit quelqu'un qui se fait servir à boire quelques bières, il n'a pas l'air d'être à sa première bière, donc c'est peut-être quand même un peu pour l'influencer, comment il va voter. On va lui dire, bah, si tu votes pour un tel candidat, bah, je vais te payer encore une bière. Ou, juste avant, pour le prochain qui est là dans la file, on voit le monsieur avec le haut de forme qui va lui tendre sa carte. On peut imaginer que c'est peut-être un candidat à l'élection qui essaye d'influencer les gens qui vont aller voter. Ou encore ici, en bas à droite, on voit quelqu'un qui a un bandage autour de la tête, ou ce qui ferait penser au fait qu'il y a peut-être eu des violences pour intimider les gens ou pour les persuader d'une certaine façon à voter pour un candidat donné. Donc on se retrouve dans un scénario qui est parfaitement transparent, mais qui a quand même des problèmes qui sont liés au fait que quand tout le monde sait comment on vote, on peut acheter des votes ou on peut intimider les gens. Oui, il y a des problèmes de coercition. Donc le système n'est peut-être pas si bon que ça. Il manque quelque chose de fondamental ici, c'est l'anonymat, en plus de la transparence. Alors pour revenir au vote par Internet, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, qui se fait aussi au niveau d'élections politiques. Donc par exemple en Suisse, ça se fait dans certains cantons. En Estonie, ça se fait depuis des années pour les élections parlementaires. Donc tout le monde a le droit de voter par Internet pour le Parlement. En Norvège, ça a été testé, c'était à une plus petite échelle dans certaines municipalités. Et même en France, aux dernières élections nationales, en fait, les Français de l'étranger, les expats, ils avaient la possibilité de voter par Internet pour éviter d'aller voter à l'ambassade même. Donc c'est quelque chose qui se fait. Après, il y a d'autres pays qui ont pris une autre décision. Par exemple, l'Allemagne a interdit le vote par Internet. Ils ont conclu que c'était anticonstitutionnel par manque de transparence. L'Irlande et le Royaume-Uni aussi a décidé de ne pas faire de vote électronique. Et ici, je parle surtout là d'élections politiques, mais il y a un marché qui est encore beaucoup plus important pour le vote électronique, c'est dans toutes les élections professionnelles qui, de plus en plus, se font par vote électronique. Alors, comme je l'avais déjà dit, quand on veut faire des élections, que ce soit électronique ou pas, il y a deux propriétés qui sont vraiment fondamentales. La première, c'est garantir l'intégrité de l'élection. Est-ce qu'on a vraiment bien compté tous les votes? Est-ce qu'il n'y a que des gens qui avaient le droit de voter qui ont voté? Et puis, le secret du vote, pour justement éviter l'achat de votes, des intimidations ou autres moyens pour influencer les gens. Alors avant de continuer, je voulais juste donner un petit warning, c'est que quand je parle de vote par Internet,
on est sur du vote à distance, avec tout ce que ça implique. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'isoloir, vous pouvez voter de n'importe où et avec n'importe qui à côté. Et on ne sait même pas si c'est vraiment vous qui votez ou pas. On est sur du vote par distance. C'est comme quand on fait du vote à distance papier. On sait juste que quelqu'un a glissé un papier dans une enveloppe et l'a envoyé. Donc on se retrouve quand même dans un scénario comme ça. Donc il y a des questions à se poser si c'est la bonne façon, le bon système à mettre en place, si on veut avoir un vote à distance ou non. Après, la question qu'on peut se poser maintenant, est-ce que les protocoles cryptographiques peuvent nous aider à implémenter ce vote à distance de façon relativement sûre? Alors, c'est quoi un protocole cryptographique? Maintenant, on a beaucoup parlé des cryptographies. Moi, j'ai parlé de protocole cryptographique dans le sens suivant. Moi, je vois ça comme des programmes distribués qui vont utiliser des primitives cryptographiques, comme par exemple le chiffrement ou la signature numérique dont on a beaucoup parlé, afin d'assurer certaines propriétés de sécurité. Ça peut être la confidentialité, l'authentification, l'anonymat. Et c'est des protocoles qu'on a tous utilisés. Par exemple, ici, dès qu'on fait un achat sur Internet, il y a le protocole TLS qui va s'exécuter pour, par exemple, garantir la confidentialité de votre numéro de carte bleue. Quand vous utilisez votre téléphone portable, il y a évidemment des protocoles cryptographiques qui vont s'exécuter pour vous identifier. Et pareil, dans le vote électronique aussi, il y a en général des protocoles cryptographiques qui vont essayer de garantir la sécurité. Donc après, on sait aussi que tous les protocoles cryptographiques sont difficiles à mettre en œuvre en fait. Donc on a vu pas mal d'attaques sur TLS, les plus récentes étant Freak, Logjam, Sloth et d'autres. Et même sur le successeur de TLS, la nouvelle version, il y a récemment eu des attaques qui ont été proposées sur la proposition de la nouvelle version. Donc ça a été patché depuis. Dans les téléphones portables, on a eu des collègues qui avaient montré que finalement, les téléphones portables, on peut les tracer, même en dehors des opérateurs téléphoniques qui peuvent évidemment tracer les téléphones, mais c'était possible de les tracer et c'était à un niveau des problèmes du protocole, pas forcément de la cryptographie sous-jacente. Après, dans le vote électronique, je vais revenir là-dessus, il y avait eu des attaques qui ont montré comment casser l'anonymat et dans les clés sécurisées, donc ici c'est des sortes de clés USB qui peuvent implémenter des standards comme PKCS 11 pour gérer vos clés de façon sûre. On avait montré comme quoi, juste en faisant les bonnes requêtes dans un certain ordre, il y avait moyen de faire sortir les clés qui étaient censées rester dans une mémoire protégée. Alors, pour le vote électronique, quelque part, c'est encore plus compliqué que la plupart des protocoles cryptographiques dont j'ai parlé, des autres. C'est que, d'un, on a des propriétés qui sont vraiment compliquées. Par exemple, comme le secret du vote. Intuitivement, personne ne devrait apprendre comment j'ai voté. Après, il y a des versions un peu plus fortes que juste les secrets. On voudrait aussi ce qu'on appelle l'absence de reçu ou la résistance à la coercition. On veut aussi que je ne puisse pas démontrer à quelqu'un d'autre, à un acheteur de vote, que j'ai voté d'une certaine façon, même si moi je veux le démontrer, je n'y arriverai pas. Ou ce qu'on appelle everlasting privacy, donc l'anonymat éternel, voulant dire que même dans quelques années, on ne connaîtra pas mon vote, même si on arrive dans 30 ans, par exemple, à factoriser des nombres, des clés de 1024 bits qu'on a utilisées aujourd'hui, on voudrait que l'anonymat soit respecté. Et puis, une propriété extrêmement importante, c'est la vérifiabilité, qui va garantir qu'on n'a pas triché, en fait, qu'on a un système qu'on peut vérifier, ou dans lequel on peut vérifier que le décompte s'est bien fait. Et je vais revenir là-dessus aussi. Après, souvent, les primitives cryptographiques qui sont utilisées sont relativement compliquées. On a des preuves à connaissance nulle, du chiffrement homomorphe et de la cryptographie un peu compliquée. Donc, ce n'est pas juste les primitives de cryptographie standard. Et puis, c'est des protocoles qui vont impliquer un nombre arbitraire de personnes. Donc, on ne sait pas a priori combien il y a de votants, contrairement à un protocole TLS qui se fait entre 2 personnes, par exemple. OK. Donc, pour rendre tout ça un peu plus concret, je vais vous présenter un exemple. C'est le protocole Helios. C'est un protocole par Internet qui a été conçu pour garantir le secret du vote et la vérifiabilité. Donc, pas la propriété de son reçu. Donc, c'est un protocole dont le but, c'est d'être utilisé dans des environnements où il y a peu de coercition.
Et il a été utilisé à l'université de Louvain-la-Neuve, où ils ont élu le président de l'université par ce protocole. À Princeton, il a également été utilisé. Puis l'IACR, qui est une association des cryptographes internationales, qui organise d'ailleurs les grandes conférences de cryptographie comme Crypto, Eurocrypt, AsiaCrypt, il avait utilisé ce protocole pour élire leur comité de direction. Donc ça, c'est un protocole qui marche très bien. Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai le votant ici, et d'autre part, j'ai un tableau d'affichage qui va contenir des données. Et donc là, ici, c'est Dave. Quand il veut voter, il va chiffrer son vote ici avec la clé publique de l'élection. Donc c'est du chiffrement à clé publique. Et son vote, il va apparaître sur ce tableau d'affichage. Et Dave, qu'est-ce qu'il peut faire pour être sûr que son vote va être compté? Il va regarder, est-ce que mon vote chiffré ici, a bien été compté, a bien été affiché sur le tableau d'affichage. Et après, on voudrait également que, évidemment, si on chiffre, que le vote reste secret, et même par rapport au tableau d'affichage. On ne voudrait pas que même les organisateurs de l'élection puissent connaître les votes des personnes. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle une cryptographie répartie. On va répartir la clé pour déchiffrer entre plusieurs personnes. Donc ici, il y a une analogie physique sur comment on réalise ça. Donc c'est une sorte de cadenas un peu spécial. Donc ici, il faut qu'il y ait trois clés en fait, pour ouvrir ce cadenas. Donc il y a 3 personnes qui ont chacune une clé, et tant qu'ils ne se mettent pas ensemble, ils ne peuvent pas déchiffrer. Donc en particulier, à moins de collaborer, à moins le cas où ces 3 personnes collaborent, le vote d'Alice, ils ne peuvent pas les déchiffrer. Après, il va falloir quand même déchiffrer à un moment donné le résultat, et là, on va utiliser justement du chiffrement homomorphe additif. Donc c'est ce dont a parlé Damien Stellé ce matin, David Poincheval l'a évoqué aussi. Et ici, l'homomorphisme qu'on va avoir, c'est que si je multiplie tous les chiffrés, je vais obtenir le chiffrement de la somme. Et alors là, c'est du chiffrement homomorphe très efficace, parce qu'on va juste exploiter dans Elgamel la propriété que si je multiplie 2 éléments d'un groupe, ce qui était en exposant, ça devient une somme. Et donc le résultat, c'est justement ici la A plus B. Donc ça, ici, on est sur du chiffrement homomorphe qui est rapide. Et ce qu'on va faire, c'est que les 3 personnes dont on a besoin pour déchiffrer, ils vont se mettre ensemble pour uniquement déchiffrer le résultat final. Donc sont déchiffrés, évidemment, les votes un à un. Donc ça, c'est une façon de garantir l'anonymat, sauf si les 3 personnes, qu'on pourrait imaginer si c'est une élection politique de 3 bords politiques différents, se mettraient ensemble. OK. Donc maintenant, ici, c'était un peu trop simple, ce que je vous ai montré, parce que là, ici, on était dans une élection où j'ai supposé que le vote, c'était 0 ou 1, pour faire juste très, très simple. Et maintenant, si je vais avoir le résultat qui est le chiffrement de la somme de tous ces votes, si je fais rien de plus, il y a une attaque qui est très très simple là-dessus, une faille dans ce système, qui est de dire, il y en a un qui va tricher, et au lieu de chiffrer 0 ou 1, il va chiffrer 100. Là, ça c'est pas bien. Donc, c'est pour ça qu'on va compliquer un tout petit peu ce protocole. Donc, on va rajouter ce qu'on appelle une preuve à connaissance nulle, qui va nous dire ce qui est là dans le chiffrement, c'est 0 ou 1. Donc je vais rajouter une preuve comme quoi tous ces chiffrements ici sont bien formés et contiennent un vote valide. Sinon, ils ne seront pas acceptés. Et donc maintenant, Dave ici qui veut voter, quand il va vérifier, il ne va pas seulement regarder si son vote a bien été compté, mais il va pouvoir vérifier aussi que les votes sont valides en rajoutant ces preuves à connaissance nulle qu'il peut vérifier. OK. Maintenant, je vous ai dit, ça c'est un protocole qui a l'air d'être anonyme. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc il est important de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour un protocole d'être anonyme? Et donc on essaye de définir ça, et ce n'est pas une chose simple. Donc ça c'est un peu un transparent, un tout petit peu plus technique. Donc ici, je vais vous introduire une notion qui s'appelle l'indistinguabilité.
Donc ce que ça veut dire, c'est qu'un P1 et P2 sont deux programmes qui sont indistinguables. Si un attaquant ne peut pas voir la différence si on exécute P1 ou P2. Il va être confronté à l'un des deux, il ne peut pas voir la différence. Légèrement plus formellement, on va dire ils sont équivalents, ces programmes. Si pour tout programme A, l'attaquant, que je mets en parallèle, les deux programmes vont se comporter de la même façon. OK, comment est-ce qu'on peut maintenant essayer de définir le secret du vote? La première idée, si je dis juste, l'attaquant ne peut pas connaître mon vote. C'est un peu compliqué parce que les valeurs, c'est 0 ou 1. Donc la valeur du vote, c'est deux constantes, on les connaît. Donc juste la connaissance de l'attaquant de la valeur du vote n'a pas de sens. On pourrait dire peut-être justement en utilisant cette notion d'indistinguabilité, est-ce que l'attaquant il pourrait peut-être pas distinguer si c'est A qui vote ou si c'est B qui vote? C'est une formalisation assez classique de l'anonymat. Dans le vote, c'est un peu compliqué parce que souvent, les identités sont révélées, parce qu'on veut savoir si les votants étaient bien éligibles. Donc là, à nouveau, ça ne va pas marcher. Et puis, on pourrait dire peut-être qu'il faudrait ne pas distinguer si A vote pour 0, et l'autre scénario, c'est quand A vote pour 1. Mais dans le vote, il y a quand même quelque chose d'essentiel, c'est qu'à la fin, on va publier le résultat. En regardant le résultat, d'un côté, il y a un +1 qui se fait, donc il voit qu'il y a deux résultats différents. Donc ça va se voir. Donc, une définition une bonne définition pour ce qui est le secret dans le vote, c'est la suivante. On va dire, je vais supposer qu'il y a deux votants honnêtes, A et B, qui votent 0 et 1, et qui de l'autre côté vont échanger leur vote. Donc là, effectivement, ce qu'on va dire, c'est qu'on ne peut pas faire le lien entre le vote A0 et le vote B1, parce que de l'autre côté, où j'ai inversé ce lien, c'est indistinguable. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que de toute façon, en publiant le résultat, on va donner de l'information. Typiquement, par exemple, si c'est un vote unanime, je sais très très bien comment chacun a voté, mais ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais protocole. Donc de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le protocole, il ne peut pas protéger tout, parce que le résultat va donner certaines informations. OK. Maintenant qu'on a défini un peu mieux qu'est-ce qu'on voudrait comme définition de secret dans Helios, du vote, ce que je vous avais montré, c'était ce petit protocole. Est-ce qu'il va respecter cette définition? Quand on a essayé de faire la preuve, en fait, on a été surpris, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, non. Il y a une faille dans ce protocole, et là, c'est une faille dans le vrai protocole tel qu'il a été implémenté et déployé, qui était très simple. Donc ici, Chris, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va prendre le vote d'Alice, qui est affiché sur le tableau d'affichage, il va l'envoyer comme son propre vote. Bon, avec ça, il ne sait toujours pas comment Alice a voté, a priori. Par contre, en prenant le résultat de cette élection, où il y a 3 votants, il va juste regarder qui est-ce qui a gagné, et il sait comment Alice a voté. Oui, parce qu'il sait qu'il y a au moins 2 fois le même vote ici. Donc, il suffit de regarder la majorité sur 3 votants, et il gagne. Et ce que ça montre, c'est qu'en rejouant le vote de quelqu'un d'autre, on peut introduire un biais dans le vote. Et ça ne devrait pas exister. Après, c'est facile à réparer, il suffit d'enlever les doublons, et il y a des façons légèrement plus sophistiquées aussi pour l'éviter. Donc, c'est quelque chose qui a été patché depuis. Mais là, on voit que, justement, on s'attendait à pouvoir faire une preuve, et on s'est rendu compte que, finalement, c'était un peu plus compliqué que ce qu'on pensait, et il y a une petite attaque qui est possible. OK. Maintenant, l'autre propriété qui est essentielle, c'est vraiment la transparence du vote. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on n'a pas triché, qu'on n'a pas rajouté de vote, qu'il n'y a pas des gens qui ont voté à la place d'autres, etc. Dans les élections traditionnelles, papier, dans un bureau de vote, en général, on a des urnes qui sont transparentes, on a des observateurs qui vont surveiller le processus de vote, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça en vote électronique pour avoir quelque chose de comparable? Parce que relire le code du programme
qui va faire ça, bah, c'est difficile. On sait très très bien que les programmes ils peuvent facilement contenir des bugs qui sont difficiles à trouver. En plus, si quelqu'un veut cacher une backdoor, c'est encore plus compliqué à trouver en faisant une inspection du code. Après, il faut déjà garantir qu'il n'y a pas eu de bug dans la compilation, par exemple, qui a été introduit, ou de faille. Et puis, peut-être que c'est au niveau de l'OS qu'il y a une faille qui a été introduite pour changer des votes, etc. Donc, grosso modo, juste s'assurer que le programme est correct, ça semble pratiquement impossible. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit une propriété qui est la vérifiabilité. Donc, ce qu'on va demander, c'est que le programme va lui-même générer des preuves qui vont nous assurer que tout a été bien compté. Typiquement, c'était justement ces preuves à connaissance nulle que j'avais introduit en vous présentant rapidement Helios. Donc ce qu'on demande en général, c'est une vérifiabilité individuelle. Ça veut dire que chaque votant il peut vraiment vérifier que son vote apparaissait sur le tableau d'affichage. Une vérifiabilité universelle, on peut vérifier que tout a bien été compté. Donc dans Helios, en plus je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une preuve à la fin qui dit qu'effectivement le résultat affiché, c'est bien le déchiffrement de la multiplication de tous les votes. Et puis, il y a quelque chose qui avait souvent été oublié dans beaucoup de protocoles, qui est la vérifiabilité de l'éligibilité. Donc, on voudrait qu'on puisse être convaincu qu'il y ait des preuves qu'il y ait uniquement eu des votants éligibles qui ont voté. Et donc, un peu le slogan qu'on a ici, c'est « il faut vérifier l'élection et pas le système qui a été utilisé pour conduire cette élection ». Donc, pas le code. Parce que le code, il est très, très difficile à vérifier. Alors justement, j'ai parlé de vérifiabilité, de l'éligibilité, et ça c'est quelque chose qui n'est pas garanti par Helios. Donc en fait, dans Helios, si le tableau d'affichage il est malhonnête, il peut faire ce qu'on appelle du bourrage d'urne. Donc il peut rajouter des votes de personnes. Par exemple, il voit qu'Alice n'est pas venue voter, bah, le tableau d'affichage il peut rajouter un vote pour Alice. Pour éviter ça, il y a eu une nouvelle version, une variante Helios qui a été développée par les équipes Pesto et Caramba au Lauria, qui s'appelle Bélinios. Donc pour la petite histoire, pour le nom, Helios c'est le dieu grec du soleil et Bélénos c'est le dieu gaulois du soleil. Donc c'est un peu la version gauloise de Helios qui a été développée. Et l'idée c'est d'avoir une tierce personne de confiance en plus qui va donner des credentials. Donc c'est une sorte de login mot de passe, si vous voulez, mais qu'il y a une partie qui est publique, des credentials publics, une partie des credentials privés. Et l'idée, c'est que les credentials publics, on les connaît, on les utilise pour vérifier que tous les votes ont bien été envoyés par des gens qui avaient le pendant privé de ces credentials, dont on a besoin pour voter. Et donc, maintenant, si le tableau d'affichage et cette autorité qui donne les credentials ne se mettent pas ensemble, bah à ce moment-là, maintenant, le tableau d'affichage ne peut plus rajouter de vote. Et tout seul, celui qui donne les credentials, il ne peut pas non plus rajouter des votes parce qu'en général, il faut s'authentifier auprès de ce tableau d'affichage. Donc, de nouveau, on va diviser là un peu la confiance qu'on met dans les différentes parties. Après, je vais revenir un peu sur l'anonymat. Il y a une autre question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je publie tous ces votes sur un tableau d'affichage public? Est-ce que ça, ce n'est pas dangereux pour l'anonymat du vote? Justement, l'algorithmique va avancer. Peut-être dans 20 ans, ou même sûrement dans 20 ans, on pourra factoriser des clés de 1024 bits, qui il y a 2-3 ans étaient peut-être encore vues comme étant sûres. Donc, peut-être c'est une mauvaise idée de publier les votes chiffrés. Puis, il y a aussi la question, c'est, OK, on pourrait augmenter les clés, mais pendant combien d'années est-ce que le vote doit rester secret? Très, très bonne question. Est-ce que c'est pendant 1 an, 10 ans, 100 ans? On ne sait pas. Pour combien de temps on voudrait que le vote reste secret? Et en plus, c'est très difficile de faire des estimations de la taille des clés dont on a besoin. Par exemple, si je voudrais que le vote reste secret pendant 100 ans, aujourd'hui, dire il faudrait une clé de telle ou telle taille, c'est très difficile. En général, on n'est pas trop mauvais encore d'estimer les tailles des clés pour 10 ans, mais au-delà,
ça devient compliqué. Alors justement, la réponse, c'est de garantir une propriété qu'on appelle everlasting privacy, donc le secret du vote, l'anonymat éternel. L'idée, c'est de dire, on voudrait que l'anonymat soit garanti, même si les primitives cryptographiques seront cassées. Et alors, il y a deux façons pour faire ça. Soit, on ne va pas mettre sur le tableau d'affichage le chiffrement, mais on met ce qu'on appelle, c'est une autre primitive cryptographique qu'on appelle l'engagement. Et l'idée, c'est que cet engagement, en fait, il existe, pour chaque vote possible, il existe une clé qui va l'ouvrir. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est sûr en termes de sécurité, en termes de théorie de l'information. Pour n'importe quel vote que j'avais, il y avait une façon de le déchiffrer de cette façon. Donc, si on ne connaît pas la clé, a priori, même en faisant une recherche exhaustive, je ne pourrais pas connaître quelle était la bonne clé. Par contre, pour que l'intégrité aussi soit respectée, pour que le jour du vote, on ne puisse pas l'ouvrir n'importe comment, ce qu'on demande, c'est que c'est difficile de calculer la clé que j'avais utilisée, la clé qui va l'ouvrir pour un certain vote. Donc en gros, ce que je vais garantir, c'est qu'aujourd'hui, l'intégrité du vote sera respectée, mais dans son temps, peut-être qu'on peut casser l'intégrité du vote. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est aujourd'hui que je veux connaître le résultat. Et si dans son temps, ils disent « Ah finalement, maintenant on a calculé d'autres clés pour l'ouvrir différemment », c'est peut-être pas grave. Et puis, il y a une deuxième façon, plus simple, de garantir cet anonymat. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans Belenios, c'est d'utiliser des credentials qui sont anonymes. Donc, on va afficher des votes chiffrés, mais on ne sait pas à qui ils appartiennent. Mais après, c'est plus simple, mais ça dépend aussi de l'élection qu'on veut. Parfois, on demande justement que les identités soient révélées. Parfois, on ne veut pas, on l'interdit. Donc, ça dépend vraiment de l'élection. Quel est le bon système à mettre en place? Mais ça, c'est quelque chose qu'on sait bien faire aujourd'hui. Et après, ça, c'est un problème que justement, que jusqu'à maintenant, je n'ai pas mentionné. C'est qu'est-ce qui se passe si je vote sur une machine à laquelle je ne peux pas faire confiance? S'il y a un virus sur mon laptop. Si j'ai un virus dédié, peut-être que justement, il peut enregistrer mon vote que je rentre dans la machine et l'envoyer à quelqu'un. Et pareil, pour la vérifiabilité, peut-être qu'il y a un petit malware qui, au moment où je vote pour Alice, avant de le chiffrer, va le transformer en Bob. Et comme moi, je vais aller voir que mon vote chiffré est sur le tableau d'affichage, je vais bien voir le chiffré qui a été calculé par mon ordinateur, mais mon ordinateur, le programme, il avait chiffré autre chose que ce que je lui ai demandé. Ça, c'est plus compliqué. Et ça, ce type d'attaque a été démontré dans la vraie vie. Par exemple, Laurent Grégoire, c'est un ingénieur français qui habitait à l'étranger, qui avait montré la faisabilité d'un tel malware pour les élections nationales parlementaires pour les expats. Pareil, en Estonie, il y a quelqu'un qui est un informaticien qui a montré qu'il pouvait construire un tel malware. Donc, ils ne l'ont pas déployé. En vrai, ils ont juste montré que c'était possible. Après, il y a quelques astuces pour éviter ça. Par exemple, dans Helios et Belenios, on peut mettre en place une sorte d'audit. En fait, ce que l'utilisateur peut faire, c'est qu'il demande à son ordinateur de chiffrer. Et après, il va lui dire, maintenant, soit tu votes avec ce vote chiffré, soit tu me donnes la randomness utilisée, l'aléa utilisé pour faire ce chiffrement, pour que je puisse, sur une autre machine, recalculer que tu as bien chiffré le bon candidat. Donc, c'est une façon de faire un audit. Après, ce n'est pas parfait parce qu'il y a finalement peu de gens qui vont faire l'effort de l'utiliser. Et puis, s'il y a un malware vraiment très intelligent, même si je me connecte sur une autre machine, il pourrait peut-être détourner le résultat renvoyé par l'autre machine. Mais c'est déjà mieux que rien. Puis, il y a aussi des systèmes qu'on appelle des élections avec des codes, où chacun va avoir des codes personnalisés pour décider, plutôt que de rentrer un candidat, il va rentrer un code correspondant au candidat. Et on va avoir des feuilles différentes pour chaque personne. Mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et puis pour la vérifiabilité derrière, c'est plus compliqué aussi. Alors il y a des gens qui ont proposé encore des systèmes plus compliqués où ils vont avoir une petite calculette extérieure. C'est un peu comme les calculettes que vous donne parfois votre banque, où ils vont dire finalement l'ordinateur, il va vous afficher un code que vous rentrez dans cette calculette, qui va vous renvoyer un autre code que vous remettez dans l'ordinateur. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient le premier système qui à la fois
garantissait l'anonymat et la vérifiabilité, même sur des plateformes de vote infectées par un malware, en utilisant justement ce genre de petites calculettes. Ça fait beaucoup de buzz. Ils ont même passé dans les communications de l'ACM, où on parlait d'un breakthrough in security technology. Alors, je ne suis pas complètement d'accord. Quelques mois après, on a fait une analyse de sécurité. On a montré que finalement, quand même, il y avait quelques attaques possibles qui nous permettaient en particulier de changer le vote de façon complètement indétectable. Donc, pour dire que pour l'instant, ça, ce n'est pas encore au point. Ça, c'est encore un vrai challenge pour la recherche. Comment faire pour voter sur une plateforme, peut-être avec un malware, tout en garantissant à la fois la vérifiabilité et l'anonymat. Donc là-dessus, je vais conclure en vous rappelant que quand on fait du vote par Internet, il faut toujours garder en tête qu'on passe à un vote par distance, comme si vous utilisez un vote postal, finalement, avec les problèmes qu'on peut avoir avec ce type de vote, le fait qu'il n'y ait plus d'isoloir, etc. Un autre problème souvent difficile, c'est que quand on fait du vote à distance ou par Internet, il faut distribuer les credentials, donc login, mot de passe pour le faire. Et ça, c'est compliqué à faire. S'il y a une infrastructure existante, dans une boîte comme par exemple à l'INRIA, on a tous un mot de passe professionnel qu'on peut utiliser dans des élections, ça va. Mais s'il faut commencer à envoyer par la poste ou par email des mots de passe login, c'est peut-être un peu moins sûr. Donc ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui, c'est l'anonymat et la vérifiabilité sur des ordinateurs quand on suppose qu'il n'y a pas eu un malware dédié qui a été écrit pour cette élection. Ce qui parfois est une hypothèse légitime selon l'importance de l'élection. S'il y a des malwares, s'il y a un risque de malware dédié développé pour une élection, à ce moment-là, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore bien faire. Après, pour receipt freeness et coercion resistance, donc pour éviter l'achat de vote et la coercition, c'est en général, il existe des solutions, mais qui sont un peu plus difficiles à mettre en œuvre. Et puis finalement, dernière chose qu'on peut se dire, tout ça c'est très très bien, on peut protéger le vote par la crypto, mais il faut faire confiance à la crypto. Moi ça me va très très bien, je sais qu'il y a des cryptographes qui sont très bons, qui ont travaillé dessus, mais quelque part ça demande de faire confiance à des experts. Et parfois dans des élections grand public, c'est encore difficile à accepter. Et c'était une des raisons pour lesquelles l'Allemagne ne voulait pas se lancer dans du vote électronique. Ils ont dit, si on ne peut pas comprendre, sans faire recours à des experts, comment fonctionnent les systèmes, c'est anticonstitutionnel, le vote n'est plus assez transparent. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Donc merci Steve. Y a-t-il des questions dans la salle? Merci. Vous êtes allé jusqu'au bout de la complexité, là, puisque effectivement vous avez pris un vote à distance sur Internet. Il y a aujourd'hui, dans certains pays, et je crois même en France, dans une île de la Méditerranée, des machines à voter. Alors, on enlève quand même l'aspect de la distance que vous avez évoqué. L'aspect du malware, il reste. Bon, il faut un spécialiste, un expert, comme on a dit tout à l'heure, pour vérifier s'il n'y a pas de malware. Est-ce que ce genre de concept a été repris dans les machines à voter ? Malheureusement, non. C'est ce qu'on essaye de pousser en avant, c'est qu'il faudrait que ces machines soient vérifiables. Et ça, c'est quelque chose qui n'a toujours pas été mis en place. C'est avoir des protocoles qui permettent justement de vérifier que son vote a été pris en compte, qui vous donnent une preuve de cela. Alors, il existe des protocoles qui ont été conçus pour ça, mais qui ne sont pas mis en œuvre en France. C'est quelque chose qu'on essaye de pousser pour que les compagnies aussi mettent en place des protocoles vérifiables. On est également en contact avec des gens à la CNIL pour que ça arrive dans les recommandations, qu'on demande que les protocoles de vote donnent des preuves de vérifiabilité. Oui, bonjour. Pour continuer sur la question précédente, donc il y a effectivement en France un certain nombre de communes qui procèdent au vote électronique, une pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc, est-ce à dire que donc, ces machines qui sont déconnectées d'Internet, mais dans lesquelles il y a effectivement tout un système électronique, etc., est-ce à dire qu'on pourrait retracer le vote des personnes avec des experts ou des spécialistes qui pourraient vous dire, qui pourraient savoir exactement qui a voté quoi ? C'est un des problèmes, c'est que je n'ai pas lu le code de ces machines, et même en l'ayant lu, je ne pourrais pas être persuadé qu'il y a rien qui va enregistrer
comment j'ai voté. Après, ce qu'il y a, c'est quand même, il faut dire que dans ces bureaux, en général, l'authentification et le vote en soi se font de façon séparée. L'authentification, c'est on vous authentifie avant de rentrer dans l'isoloir. Donc, quelque part, la machine ne sait pas forcément qui est en train de voter. Par contre, ce qui m'inquiète plus, ce n'est pas l'anonymat, mais c'est l'intégrité du vote. Est-ce que je n'ai pas une machine qui, tous les 10 votes, remplace le vrai vote par le vote pour A? Je pense que c'est plus ça le vrai problème dans les machines de vote. Pourquoi ces machines ne sont-elles pas certifiées critères communs, par exemple, ou CSPN? Ça serait une preuve. Oui et non. Oui et non. Même imaginons qu'on obtient cette certification, pour moi, ça veut dire qu'il y a des experts qui l'ont regardé, que ça a été développé sous de bonnes formes. Mais qui est-ce qui me dit qu'il n'y a pas quelqu'un, au dernier moment, qui va introduire une clé USB, télécharger un malware sur la machine? C'est pas si évident que ça. Même si, par exemple, aux États-Unis, ils avaient mis des scellés en fait sur tous les ports. Et il y a des chercheurs américains qui ont montré que finalement, c'était très facile d'enlever ces scellés et de les remettre de façon indétectable. Genre en prenant un sèche-cheveux, c'était vraiment assez basique. Donc finalement, c'est très compliqué de savoir si la machine, si le code est vraiment correct, qu'il n'y a pas eu de bug, qu'il n'y a pas eu de trapdoor dedans. C'est extrêmement difficile. Et puis même après, c'est tout le système d'exploitation qu'il faudrait vérifier. C'est quelque chose que je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. On ne sait pas bien faire. Donc pour moi, la vraie réponse, c'est la vérifiabilité. Que la machine vous produise une preuve, typiquement un certain reçu, qui vous permet de vérifier que votre vote a été compté. Et il faut que le reçu soit fait de sorte que vous ne pouvez pas prouver à quelqu'un d'autre comment vous avez voté. C'est ça qui est un peu compliqué derrière. Je pense que ça vaut la peine d'expliquer encore l'intérêt de la vérifiabilité. Ça paraît quelque chose d'impossible, mais on peut imaginer que la commission qui est en charge de contrôler le vote, donc par exemple le ministère de l'Intérieur, publie sur Internet un gros document qui est la preuve de l'intégrité du vote. Bien sûr, moi, je ne pourrais pas le vérifier, mais les partis politiques pourront le faire, des associations comme Amnesty International pourront le faire, la Cour européenne des droits de l'homme pourra le faire. Et si l'un de ceux-là, si ces gens-là me disent oui, c'est bon, on a vérifié, moi, je serai convaincu. Et le but des élections, ce n'est pas uniquement d'arriver à une décision, mais c'est d'arriver à une décision que les gens acceptent. Donc si les gens n'ont pas confiance, ils n'accepteront pas la décision. Alors évidemment, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais là tu ne couvres qu'une partie de la vérifiabilité, ce que j'avais appelé la vérifiabilité universelle. Il y a quand même toujours un travail par le votant lui-même à faire pour vérifier que son vote a bien été intégré dans le décompte tel que moi je l'ai voulu. Donc si moi je veux voter pour Alice, il faut quelque part que je puisse me persuader qu'on a bien enregistré mon vote pour Alice. Et après, on peut avoir d'autres personnes qui vérifient que le décompte s'est bien fait. Mais même ça, ce n'est pas impossible. Par exemple, les partis politiques peuvent chacun choisir une centaine d'électeurs au hasard, leur demander « Est-ce que vous voulez bien que je vérifie que votre vote a été pris en compte? Je le vérifierai pour vous, avec votre aide. Et puis, s'il y a des fraudes, je me rendrai compte comme ça. » Oui. C'est ce qu'on essaye d'expliquer, effectivement, que des systèmes vérifiables amélioreraient sûrement la situation. Oui. On va prendre une toute dernière question, peut-être dans le fond. Merci pour la présentation. Je pose une question pour vous et ainsi pour la prochaine conférence. Parlons de vote. J'ai une question. Il existe, on va bientôt rentrer dans l'intelligence artificielle distribuée, c'est-à-dire des multi-agents, des applications multi-agents de sécurité, qui ont des exigences de sécurité. Il doit faire le vote. On doit élire un agent. On doit décider d'une information dans le domaine de la surveillance, dans le domaine de la détection. Imaginez, dans ce genre d'application, on retrouve les mêmes problèmes. C'est-à-dire comment élire, comment être sûr qui a la décision, qui va décider. Avez-vous trouvé ces problèmes-là? Il y a des protocoles, il y a des normes. Voilà, merci. Alors là, c'est un problème que je connais
Pas exactement, mais je pense que le même genre de technique doit pouvoir s'appliquer. Alors je crois que le vote, on pourrait en parler pendant des heures parce que tout le monde se sent concerné. Pour bien rester dans les temps, on va s'arrêter là. Donc merci de nouveau Steve pour cette présentation.